Michel Hazanavicius, c'est ça, ça, À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. mais aussi ça. Michel Hazanavicius. Un réalisateur français bien connu des Américains. On l'associe au cinéma de divertissement, mais pas n'importe quel cinéma de divertissement, puisque l'on peut autant qualifier ses œuvres de films d'auteur. Bref, il réalise des longs métrages qui touchent un large public, mais qui ne sacrifient pas sa vision du 7e art. Tous portent en eux un engagement artistique fort. Cependant, on pourrait être surpris qu'il s'attaque à la plus précieuse des marchandises, car ce livre, précieux lui aussi, prend racine dans la Seconde Guerre mondiale et traite donc de la Shoah. Le mot est lâché, Shoah. C'est la déportation du peuple juif, son génocide. Une réalité qui glace tellement le sang, qui paraît tellement impensable, qu'elle nourrit les discours négationnistes. Michel Hazanavicius a toujours dit qu'il éviterait de mettre en scène la Shoah. Les journalistes en ont déduit que c'était une période qui le repousserait ad vitam aeternam, mais son point de vue a toujours été plus nuancé. C'est précisément qu'il ne souhaite pas mettre en scène la Shoah, c'est-à-dire la reproduire à l'écran, en faire le simulacre, embaucher des acteurs et leur demander de mimer l'arrivée et le quotidien dans les camps de la mort, et peut-être par mégarde, esthétiser la violence en surjouant de la grammaire cinématographique. Alors quand le producteur Patrick Sobelman lui propose de s'emparer du conte par le biais de l'animation, il y voit une manière très respectueuse de narrer l'indicible. Son nom n'est pas venu au hasard. L'auteur du livre, Jean-Claude Grimbert, est un ami de la famille Hazanavicius et a connu Michel alors qu'il n'était qu'un jeune garçon. Il en connaît la sensibilité mais surtout un talent caché, le dessin. C'est pourquoi il paraissait si naturel de lui proposer le projet. Mais l'enjeu était de taille. D'abord faire son coming out de dessinateur, en quelque sorte. Ma pratique du dessin était très personnelle, enfin très intime, quoi. J'ai jamais eu l'intention de montrer spécialement mes dessins. C'est-à-dire, je voulais pas faire comme les actrices font leurs disques de bossa nova, par exemple. Je pouvais garder vraiment le dessin pour moi et c'était très bien, quoi. Ensuite, il avait conscience que le cinéma en prise de vue réelle n'était pas le cinéma d'animation. Rythme de production différent, méthode de création différente, interlocuteurs différents. Et même son style de dessin était à revoir. Le sien était très détaillé et se construisait autour des ombres. Des ombres qui cernent les corps et les visages, des ombres qui donnent à voir les volumes, mais en animation, on privilégie la ligne, car c'est elle qu'on anime. Bref, il fallait trouver comment honorer ses inspirations picturales, se nourrir de ses moodboards, tout en proposant aux équipes un projet réaliste. Par réaliste, on entend qu'il puisse être réalisé en un temps suffisamment court et qui ne coûte pas une fortune, car le temps est l'ennemi du cinéma d'animation. Plus on prend de temps, plus les dépenses grimpent. Mais tout cela, Hazanavicius l'avait bien compris. C'est donc tout à son honneur d'avoir accepté de relever le défi. Et ce défi qu'il s'est donné, quel est-il? Eh bien, sans chercher à faire devoir de mémoire, sans chercher à être didactique, sans vouloir se faire ni vertueux ni moralisateur, il a souhaité livrer un récit universel. Il était une fois, dans un grand bois, un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne. Récit d'amour et récit d'espoir. C'était le projet de l'auteur Jean-Claude Grimbert, lui-même survivant de la Shoah. Raconter aux enfants l'horreur des hommes, le passé le plus noir, sans leur mentir, mais ne jamais les priver d'espoir. La vengeance, c'est peut-être d'écrire, et c'est peut-être de faire rire. Oui, je Bon, confirme. j'ai écrit des tas de pièces qui faisaient rire, tout en parlant de ça. Or, le dessin réinvente la réalité, alors que le cinéma live cherche plutôt à le reconstituer. Le dessin se veut plus subjectif, plus distancié peut-être, on évoque, on suggère, mais on ne montre pas. Et aux enfants, on ne donne même pas vraiment d'éléments contextuels. Les juifs sont nommés par le bûcheron les sans-cœurs, ce qui permet à toute minorité discriminée de s'identifier. Le cadre du conte est patent. Nous sommes dans le bois magique des contes de fées, la chèvre providentielle sauve le jeune bébé, la bûcheronne se croit choisie par les dieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Les dieux du tram l'ont offert. Les dieux du temps. Oui, pour qu'il devienne l'enfant que nous avons perdu. L'ancrage temporel est minimal. Bref, avant d'être un récit historique, c'est un récit d'amour. Ici, bien sûr, la bûcheronne incarne les justes, c'est-à-dire tous ceux qui ont choisi de sauver les juifs au péril de leur vie, car il est bien question de choix ici. Le camarade a raison. C'était une erreur. Une terrible erreur. La bûcheronne croit d'abord épouser une destinée, avant de décider elle-même de se la réapproprier. C'est l'amour inattendu du bûcheron pour le bébé, dans une scène si attendrissante. C'est le geste désespéré d'un père dans un train, pour sauver la vie d'un enfant. C'est l'espoir, enfin, qui transparaît par-delà la mort, quand les Alliés pénètrent sur les camps de concentration et libèrent les malheureux, quand le soleil dissipe la brume. Une grande partie du film nous immerge dans une épaisse purée de poids qui obstrue la vision. Brume, nuages, neige, fumée noire des locomotives, pour faire écho aux chambres à gaz, ou peut-être montrer que nous avons quitté le réel, que ce sont déjà les limbes qui entourent les personnages. Ainsi, l'écrivain puis le cinéaste à son service ne cachent pas l'horreur. Dans sa dernière partie, le film montrera bien les corps qui s'enchevêtrent, rendus inhumains. Les visages déformés, les bouches grimaçantes ou les cris silencieux, croqués au fusain et ne pouvant nous inspirer que nausée et effroi.
Le style du film n'est donc pas toujours académique, et certaines séquences donnent à voir la psyché du père. À mesure qu'il s'enfonce dans la douleur, la narration traditionnelle s'étiole. Certaines scènes sont difficiles donc, y compris pour le jeune public qui n'a pas toutes les clés de compréhension de la grande histoire. Heureusement, les plans souvent resserrés sur les personnages s'élargiront, permettront de respirer à l'aune de paysages ensoleillés. La fin de la guerre, la renaissance et l'avenir, permis par l'amour d'une bûcheronne et d'un bûcheron, par le sacrifice aussi d'un vétéran de la Grande Guerre, bref, le fil d'une vie permise par un ensemble de choix. Des choix d'amour pour contrer les récits dominants, pour se libérer des doctrines, ici discours antisémites. Le film ne cherche pas le devoir de mémoire, mais nous exhorte à faire les bons choix et voir de la lumière au plus profond des ténèbres.